Nous avions décidé, mes amis et moi, de passer le week-end dans une réserve forestière réputée pour sa beauté sauvage et ses vastes paysages intacts. L'idée était simple, se déconnecter du quotidien, profiter de la nature et revivre un peu de cette insouciance de notre adolescence. Nous étions 5, moi, Claire, ma meilleure amie Léa, Thomas, Lucas et Julia. Nous avions tous grandi ensemble, et ces excursions étaient presque une tradition pour notre groupe. Dès notre arrivée, quelque chose semblait différent. Le silence dans la forêt n'avait rien de naturel. Pas d'oiseaux chantants, pas de bruissement dans les feuillages. Juste le vent, froid et léger, qui semblait murmurer à travers les branches. Mais personne n'en parla. Ce genre de choses, on préfère l'ignorer, n'est-ce pas? En installant notre campement près d'une petite clairière, Lucas, toujours curieux, repéra une vieille pancarte en bois, plantée à moitié dans le sol. On pouvait à peine lire ce qui y était inscrit à cause des lettres effacées par le temps, mais une chose était claire, une zone de la réserve était strictement interdite d'accès. Il s'agissait d'un ancien sentier, fermé depuis des années pour des raisons de sécurité. Julien, toujours celui qui aimait défier les règles, proposa immédiatement d'y jeter un coup d'œil. Léa protesta, disant que c'était une mauvaise idée, mais la curiosité finit par nous gagner. Après tout, nous étions venus chercher l'aventure, non? Alors, après avoir laissé nos affaires au camp, nous nous sommes aventurés sur cette fameuse piste. Dès les premiers mètres, j'ai ressenti un léger frisson parcourir mon dos. C'était comme si chaque pas que nous faisions nous enfonçait un peu plus dans une atmosphère pesante, presque oppressante. Les arbres semblaient se rapprocher les uns des autres, et la lumière du jour s'amenuisait, malgré l'après-midi encore jeune. Au fond de moi, quelque chose me disait que nous n'aurions jamais dû emprunter ce chemin. Mais à cet instant précis, j'ai préféré me taire. Nous avons continué à avancer sur le sentier, malgré l'atmosphère étrange qui régnait autour de nous. Personne ne parlait beaucoup, mais je pouvais sentir que chacun, à sa manière, commençait à ressentir le poids du lieu. Les arbres semblaient se resserrer de plus en plus, et leurs branches noueuses formaient des ombres tordues sur le sol. Même Julien, qui était toujours le plus téméraire, semblait moins sûr de lui. C'est alors que nous sommes tombés sur les cabanes. Elles étaient là, cachées au milieu des arbres, comme des spectres du passé. 4 petites structures de bois, en piteux état, avec des toits effondrés et des murs noircis par le temps. L'endroit n'apparaissait sur aucune carte de la réserve, ce qui ne faisait qu'ajouter au mystère. On ferait mieux de retourner au camp, lança Léa, visiblement mal à l'aise. Mais, comme toujours, Julien insista pour explorer. On est déjà là? Non? Autant voir à quoi ça ressemble, répondit-il avec un sourire qui sonnait faux. Nous avons poussé la porte de la première cabane. À l'intérieur, tout était abandonné depuis des décennies, des meubles renversés, des restes de vaisselle brisée, et une odeur de moisissure qui prenait à la gorge. Mais ce qui a immédiatement attiré notre attention, ce sont les murs. Ils étaient recouverts de marques étranges, des symboles gravés dans le bois, certains ressemblant à des formes humaines ou animales, d'autres complètement incompréhensibles. Certains dessins étaient entourés de ce qui ressemblait à des taches brunâtres, comme des éclaboussures anciennes. « C'est quoi, ça ?» murmura Lucas, en pointant une inscription gravée profondément dans un des murs. Personne ne savait répondre. On aurait dit un mélange de lettres et de chiffres, mais dans une langue inconnue. Je ressentais une boule grandir dans mon estomac, une sensation que quelque chose, ou quelqu'un, n'était pas loin. Nous avons inspecté 2 autres cabanes, et toutes présentaient les mêmes marques, les mêmes dessins bizarres. Dans l'une d'elles, il y avait des morceaux de tissu suspendus aux poutres, comme des drapeaux ou des reliques rituelles. « Ça suffit » dit Léa d'une voix ferme. « Cet endroit me file la chair de poule. On devrait partir. » Cette fois, même Julien n'a pas protesté. L'ambiance était devenue lourde, presque suffocante. Nous avons quitté les cabanes, mais l'idée que quelqu'un avait vécu ici, ou pire, que quelqu'un y revenait encore, me hantait déjà. Ce sentiment d'être observé ne m'a pas quitté une seconde, même lorsque nous sommes retournés au camp. La nuit est tombée rapidement, plus vite que nous ne l'avions anticipé. Après notre retour au camp, une tension palpable s'était installée dans le groupe. Personne ne parlait de ce que nous avions vu dans les cabanes, mais cela flottait dans l'air, comme un secret pesant que personne n'osait briser. Nous avons dîné en silence autour du feu, et bientôt, chacun s'est réfugié dans sa tente, épuisé mais incapable de trouver le sommeil. Je n'arrivais pas à m'endormir. J'entendais le souffle régulier de Léa, qui partageait ma tente, mais mes sens étaient en alerte. Chaque bruissement des feuilles ou craquement de branches dehors me faisait tressaillir. Le silence de la forêt, qui m'avait déjà semblé étrange en plein jour, était maintenant presque oppressant. C'est alors que je les ai entendus pour la première fois. Des pas, lents, lourds,
écrasant les feuilles mortes avec une précision glaçante. Je me suis figé, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait réveiller Léa. Les pas semblaient tourner autour de notre camp, s'approchant puis s'éloignant, comme si quelqu'un nous observait. « Léa » murmurai-je en la secouant doucement. « Tu entends ça ?» Elle ouvrit les yeux, encore à moitié endormie, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un craquement sonore retentit, juste à côté de notre tente. Elle se redressa d'un coup, les yeux écarquillés. Nous restâmes immobiles, retenant notre souffle, à l'affût du moindre bruit. C'est peut-être Julien ou Lucas, tenta-t-elle de chuchoter, mais sa voix tremblait. Je savais que ce n'était pas eux. Personne dans le groupe ne se serait amusé à faire une blague dans une situation pareille. Et puis, les pas, ils étaient trop lourds, trop lents. Le bruit continua pendant ce qui me sembla être une éternité. Parfois, je pensais entendre un murmure, un souffle indistinct, mais quand je regardais par l'ouverture de la tente, il n'y avait rien. Rien d'autre que l'obscurité oppressante. Dans les autres tentes, le silence était total. Aucun de mes amis ne semblait bouger ou réagir. Était-il simplement paralysé par la peur, comme nous, ou avait-il entendu autre chose? Quand les bruits cessèrent enfin, je me suis allongé, les muscles tendus, incapable de fermer l'œil. Une partie de moi espérait que tout cela n'était qu'une hallucination due à la fatigue. Mais au fond, je savais que quelque chose rôdait dans la nuit. Et qu'il, ou elle, n'avait pas encore terminé avec nous. Le matin suivant, je me suis réveillé en sursaut, comme si je venais de sortir d'un cauchemar. Pourtant, ce n'était pas un mauvais rêve. Tout ce qui s'était passé pendant la nuit était bien réel. Léa était déjà réveillée, assise dans un coin de la tente, le visage pâle et les yeux rougis, comme si elle n'avait pas dormi du tout. « Tu as entendu quelque chose ce matin ?» me demanda-t-elle à voix basse. Je n'ai pas eu le temps de répondre que Julien ouvrit la fermeture de notre tente à la volée, son visage grave. « Venez voir ça » dit-il simplement. Dehors, Lucas et Thomas étaient déjà debout, penchés au sol près du feu de camp éteint. Quand je m'approchai, mon cœur se serra. Tout autour de notre campement, le sol était marqué de traces de pas. Mais ce n'étaient pas des traces humaines ordinaires. Les empreintes étaient grandes, disproportionnées, avec des orteils longs et griffus. Certaines semblaient profondément enfoncées dans le sol, comme si la chose qui les avait laissées pesait beaucoup plus qu'un être humain. Elles formaient un cercle irrégulier autour de nos tentes, comme si quelque chose avait tourné en rond toute la nuit. « Ce n'est pas possible, » murmura Lucas. « C'est quoi, ça ?» Personne n'avait de réponse. Nous nous regardions, espérant que quelqu'un puisse expliquer ce que nous voyions, mais la vérité était évidente. Aucune de ces empreintes ne venait de nous. Léa poussa un cri étouffé et pointa une des tentes. Attaché à l'un des piquets, un morceau de tissu pendait, comme s'il avait été accroché intentionnellement. C'était un lambeau sale, taché de ce qui ressemblait à du sang séché. « C'est une sorte d'avertissement, vous ne croyez pas ?» lâcha Léa, sa voix tremblante. Julien tenta de calmer tout le monde, mais même lui paraissait bouleversé. Nous avons commencé à rassembler nos affaires en hâte, décidés à quitter cet endroit maudit. Mais au moment où nous nous sommes mis en route, une sensation étrange nous envahit, la forêt semblait différente. Les sentiers que nous avions empruntés la veille ne semblaient plus les mêmes. Les arbres, les clairières, tout paraissait déplacé, comme si la forêt elle-même jouait avec nous. Chaque direction que nous prenions semblait nous ramener à notre point de départ, et le sentiment d'être observé devenait insupportable. « On doit rester calme, » dit Julien, mais sa voix manquait de conviction. Alors que nous tentions désespérément de trouver notre chemin, un nouveau bruit retentit dans la forêt, quelque chose qui fit taire tout le groupe, un rire. Bah, rauque, venant de quelque part entre les arbres. Nous avions fini par retrouver la piste principale, mais ce qui aurait dû être un soulagement ne l'était pas. Le rire que nous avions entendu dans les bois continuait de résonner dans nos têtes, même si plus personne n'osait en parler. Nous étions tous sur le qui-vive, jetant des coups d'œil nerveux derrière nous, comme si quelque chose allait surgir à tout moment. Les pas semblaient résonner encore dans mes oreilles, même en plein jour. Plus nous avancions, plus je sentais cette étrange sensation d'être suivi. Parfois, je croyais apercevoir une silhouette parmi les arbres, mais quand je m'arrêtais pour regarder de plus près, il n'y avait rien. Nous avons atteint le parking en début d'après-midi. Les voitures étaient là, intactes, mais la vue ne m'a pas apaisé. L'air semblait lourd, chargé d'un poids invisible. Chacun s'est empressé de ranger ses affaires dans son véhicule, le silence pesant comme une chape de plomb. Alors que nous étions sur le point de partir, Léa a poussé un cri. Elle tenait son bras, les yeux écarquillés, et nous nous sommes tous précipités vers elle. Sur sa peau, de longues marques rouges étaient apparues, comme des griffures. Elle jura qu'elle n'était pas là quelques minutes plus tôt. « Ça ne fait aucun sens !» s'écria Lucas.
Tu t'es peut-être accroché à quelque chose, mais au fond, nous savions tous que ce n'était pas ça. Les griffures étaient trop nettes, trop étranges. Et surtout, personne n'avait vu Léa s'approcher de quoi que ce soit. Sur le chemin du retour, personne ne parla. Ce n'est que bien plus tard, une fois chez moi, que j'ai réalisé que les griffures de Léa n'étaient pas la seule chose étrange. Sur mon propre sac, que j'avais laissé au camp pendant la nuit, il y avait une marque, un symbole, gravé directement dans le tissu. C'était l'un des dessins que nous avions vus sur les murs des cabanes. Depuis ce jour, je ne suis jamais retourné camper. Nous n'avons jamais reparlé de cette nuit, mais je sais que mes amis y pensent encore. Parfois, je me réveille en sursaut, persuadé d'entendre des pas autour de ma maison ou ce rire rauque qui me glace le sang. Ce qui nous a suivis cette nuit-là, je ne sais pas ce que c'était. Mais une chose est sûre, cela nous a trouvés, et je crains que cela n'ait jamais réellement disparu. Nous avions décidé, mon compagnon et moi, de passer le week-end en pleine nature, loin du bruit de la ville et des tracas du quotidien. Nous avions trouvé un endroit parfait, une clairière isolée au cœur d'une forêt dense, loin des sentiers fréquentés. L'idée était de se déconnecter, de profiter du calme et du silence, entouré uniquement par les murmures des arbres et le chant des oiseaux. La route jusqu'au lieu de camping était déjà une aventure en soi. Une petite piste de terre, bordée de fougères et de troncs moussus, s'enfonçait dans la forêt. Plus nous avancions, plus la lumière du soleil semblait s'effacer derrière les branches serrées. L'air était frais, mais une étrange odeur de bois humide et de terre pourrissante flottait dans l'atmosphère. Rien d'inhabituel, mais il y avait quelque chose dans cette forêt, quelque chose d'indéfinissable qui me mettait légèrement mal à l'aise. Lorsque nous sommes arrivés, l'endroit était magnifique. La clairière s'ouvrait comme une bulle de lumière au milieu des arbres sombres, et un petit ruisseau serpentait doucement à quelques mètres de là. Pourtant, un silence pesant régnait. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le bruit de nos pas dans l'herbe. « Tu as remarqué comme c'est calme ici ?» ai-je demandé à mon compagnon. Il a haussé les épaules en souriant, mettant mon malaise sur le compte de ma tendance à m'inquiéter pour rien. Nous avons monté la tente et organisé notre petit campement. Le crépuscule est tombé rapidement, peignant le ciel de nuances rouges et violettes avant de disparaître complètement dans l'obscurité. À mesure que la nuit avançait, cette sensation d'être observé s'est intensifiée. J'avais beau me raisonner, me dire que nous étions seuls, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs autour de nous, espérant ou craignant apercevoir quelque chose entre les arbres. C'était un sentiment étrange, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. La nuit était tombée depuis quelques heures, et tout était devenu d'un noir profond autour de nous. Le feu de camp crépitait encore faiblement, projetant des ombres vacillantes sur les parois de la tente. Nous étions allongés à l'intérieur, parlant à voix basse, lorsque je les ai vus pour la première fois, des lumières. Au début, je pensais que c'était un reflet ou peut-être un simple jeu d'ombre, mais ces points lumineux bougeaient. Ils étaient nets, froids, presque mécaniques. Je me suis redressé lentement, et à travers le mince tissu de la tente, j'ai vu des faisceaux de lumière danser entre les arbres. Des lanternes. Quelqu'un était là. « Tu vois ça ?» ai-je murmuré, le cœur battant. Mon compagnon a hoché la tête en silence, tendu. « Ça doit être d'autres campeurs » a-t-il murmuré, mais sa voix manquait de conviction. Il n'y avait aucun bruit, aucun éclat de voix, aucun son de pas. Juste ces lumières, se déplaçant lentement, presque méthodiquement, autour de notre campement. Pendant un moment, nous avons retenu notre souffle, écoutant intensément. Tout ce que nous pouvions entendre, c'était le silence oppressant de la forêt. Pas un craquement de branches, pas un bruissement de feuilles, rien. Pourtant, les lumières continuaient de bouger, s'approchant parfois de la tente avant de s'éloigner à nouveau. Mon compagnon, plus courageux que moi, a discrètement entrouvert la fermeture de la tente pour essayer de voir dehors. Je l'ai vu se figer, comme paralysé, avant de refermer lentement l'ouverture. « Il n'y a personne » a-t-il chuchoté, la voix tremblante. « Rien, juste, ces lumières. » Nous sommes restés éveillés pendant ce qui a semblé être des heures, à observer ces faisceaux lumineux errer silencieusement autour de nous. Parfois, ils disparaissaient derrière un arbre, pour réapparaître à un endroit totalement inattendu. À un moment, l'une des lumières s'est arrêtée juste à côté de la tente, projetant une ombre fantomatique à l'intérieur. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle s'est éloignée. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous étions trop terrifiés pour bouger, trop terrifiés pour parler. Nous n'étions plus seuls dans cette forêt. Lorsque les premiers rayons du soleil ont enfin percé à travers les branches, un soulagement indescriptible m'a envahi. La lumière du jour semblait chasser l'angoisse étouffante de la nuit précédente,
même si une inquiétude sourde continuait de peser dans ma poitrine. Mon compagnon et moi sommes sortis de la tente, fatigués et silencieux, prêts à examiner les alentours à la lumière du jour. Ce que nous avons vu m'a glacé le sang. Tout autour de la tente, il y avait des marques de mains. Des empreintes sales, faites de terre ou peut-être de cendres, couvraient la toile. Elles étaient de tailles différentes, certaines petites, d'autres plus grandes, comme si plusieurs personnes s'étaient amusées à effleurer ou à frapper les parois durant la nuit. « Tu crois que c'était une blague? Peut-être des gamins ?» ai-je demandé, la voix tremblante, bien que je sache au fond de moi que ce n'était pas le cas. Mon compagnon a secoué la tête, son expression grave. « Ils auraient fait du bruit. Et il n'y avait pas de traces de pas? Tu as entendu quelque chose, toi? » Je n'ai rien répondu. Non, je n'avais rien entendu. Et c'était justement ça le problème. En explorant un peu plus loin, nous avons découvert d'autres choses. Juste à côté du feu de camp éteint, il y avait une vieille botta en cuir, usée, la semelle trouée. Ce n'était pas l'anneau. En la ramassant, mon compagnon a remarqué quelque chose d'autre, une lame. Une vieille lame de couteau rouillée, plantée dans le sol, comme si quelqu'un l'avait délibérément laissée là. Ça commence à être bizarre, a-t-il murmuré, l'air nerveux. Je pouvais voir qu'il essayait de rester calme pour ne pas m'effrayer davantage, mais son regard fuyant trahissait son inquiétude. Nous avons continué à inspecter les alentours, cherchant une explication, un indice, quelque chose. Mais il n'y avait aucune trace de vie autour de nous. Pas de pas dans la boue, pas de branches cassées, rien. C'était comme si ces choses, ces mains, cette botte, ce couteau étaient simplement apparus, sans que personne n'ait jamais été là. Malgré la lumière rassurante du jour, une peur viscérale s'installait. Ces objets, ces marques, ils semblaient être une sorte de message, un avertissement silencieux. Mais de qui et pourquoi? Je ne pouvais m'empêcher de me demander. Si nous avions ouvert la tente cette nuit-là, qu'aurions-nous vu? Plus la journée avançait, plus le malaise s'intensifiait. Même en étant en plein jour, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des regards furtifs aux alentours, comme si la forêt elle-même nous observait, attendant quelque chose. Mon compagnon essayait de garder son calme, mais je pouvais voir qu'il était tout aussi perturbé que moi. Chaque craquement de branches, chaque mouvement dans l'ombre des arbres, nous faisait sursauter. Nous nous sommes mis à repenser aux événements de la veille, tentant de trouver une explication logique. Mais plus j'y pensais, plus tout semblait irréel. L'angoisse m'a envahi à mesure que je me souvenais des détails. Ces lumières dans la nuit, qui bougeaient si silencieusement, si méthodiquement. Comment pouvaient-elles se déplacer aussi précisément sans faire le moindre bruit? Et pourquoi n'avions-nous rien entendu? Pas un murmure, pas un souffle. C'était comme si les lanternes étaient contrôlées par une présence invisible. Cette pensée m'a glacé le sang. Puis, il y avait ces marques de mains. Ces empreintes sur la tente, sales et inhumaines. Si quelqu'un avait voulu nous effrayer, pourquoi ne s'était-il pas montré? Pourquoi ces objets laissés derrière? Une vieille botte et un couteau rouillé. Ce n'étaient pas des objets que quelqu'un transporterait pour un simple jeu. Cela semblait trop calculé, trop étrange. Mon compagnon a suggéré qu'il serait peut-être plus sage de partir, mais l'idée de quitter l'endroit m'effrayait encore plus. Si quelque chose nous observait, si nous étions surveillés, alors fuir ne ferait que rendre les choses plus dangereuses. Pourtant, l'angoisse de rester là, sans savoir ce qui nous attendait, me poussait à vouloir partir au plus vite. Alors que nous préparions nos affaires, un bruit étrange attira mon attention. Un son léger, comme un tissu qui se déchire. Je me suis retourné brusquement, mon cœur battant dans ma poitrine. Il n'y avait rien, juste la forêt silencieuse. Mais en avançant un peu, j'ai aperçu quelque chose sur le sol. Un morceau de tissu déchiré, un tissu sombre et usé, comme s'il appartenait à une vieille chemise. En me penchant pour l'examiner de plus près, j'ai remarqué qu'il était taché, comme si du sang s'y était versé. « On doit partir maintenant » ai-je dit, ma voix tremblante. Mon compagnon a acquiescé sans hésiter, une peur palpable dans ses yeux. Nous avons pris nos sacs et avons commencé à descendre le sentier menant au véhicule, mais cette sensation d'être suivi ne nous a jamais quittés. À chaque tournant, à chaque pas dans la forêt, j'avais l'impression que des yeux invisibles nous observaient. Des bruits de pas, légers mais rapides, résonnaient derrière nous, comme si quelqu'un nous suivait dans l'ombre. Je jetais des regards rapides par-dessus mon épaule, mais il n'y avait rien, juste des arbres, des buissons, et ce silence oppressant. Lorsque nous avons enfin atteint le véhicule, nous avons monté rapidement nos affaires dans le coffre. Je n'ai pas osé regarder derrière nous, mais je sentais, au fond de moi, que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'avait pas voulu que nous partions. Nous avons démarré la voiture en silence, le moteur bruyant brisant le silence oppressant de la forêt. Pourtant, même avec le bruit du moteur,
La peur ne nous quittait pas. Il y avait une tension palpable entre nous, comme si quelque chose nous poursuivait, invisible mais terriblement présente. Nous avons roulé, mes mains serrées sur le volant, les yeux scrutant les bords de la route, me demandant si quelque chose se cachait dans les ombres des arbres. « Tu crois qu'on va être tranquille maintenant ?» a demandé mon compagnon, brisant enfin le silence qui pesait sur nous. Je n'ai pas répondu tout de suite, trop préoccupé par la sensation étrange qui persistait. Cette impression d'être suivi, de ne jamais être seul, me rongeait de l'intérieur. Mais tout semblait normal, ou presque. Alors que nous roulions sur la route déserte, un bruit soudain a attiré mon attention. Un léger frottement contre le côté de la voiture, comme si quelque chose avait glissé contre la carrosserie. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, et je me suis précipité pour regarder dans le rétroviseur. Rien. Juste la route derrière nous, noire et déserte. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que nous n'étions pas seuls. Puis, à un moment donné, alors que nous traversions un petit pont de bois, mon compagnon a freiné brusquement. Il avait vu quelque chose. J'ai regardé par la fenêtre, les yeux écarquillés, et j'ai vu un morceau de tissu déchiqueté, accroché à une branche, flottant dans le vent. Je l'ai observé pendant un instant, l'impression que ce même morceau de tissu m'était familier, comme s'il provenait de l'endroit où nous avions campé. « On doit vraiment partir loin d'ici » ai-je murmuré, ma voix faible. Mais quelque chose m'empêchait de croire que nous serions en sécurité, même en quittant la forêt. La peur n'était pas un simple sentiment d'inquiétude, elle m'envahissait totalement, me paralysant. Comme si quelque chose, quelqu'un, attendait patiemment notre retour. Nous avons pris la route principale, celle qui nous ramènerait chez nous. Mais même alors, l'angoisse me suivait. Les routes désertes, les coins sombres où le soleil peinait à percer, tout me semblait suspect. À chaque intersection, à chaque virage, je m'attendais à voir une silhouette surgir de l'ombre, ou à entendre des bruits étranges résonner dans le silence de la nuit. Quand nous avons finalement atteint la civilisation, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais au fond de moi, je savais que ce sentiment de peur, ce regard incessant que je jetais par-dessus mon épaule, ne me quitterait jamais. Ce que nous avons vécu dans cette forêt, ce n'était pas simplement une mauvaise expérience. C'était comme si nous avions été marqués, comme si une part de cette terre obscure et silencieuse était restée attachée à nous, prête à revenir quand on s'y attendrait le moins. Je me souviens encore de cette nuit où tout a commencé. Avec mon meilleur ami, André, nous avions décidé de partir en camping près d'un lac isolé. L'idée était de nous déconnecter du monde, de laisser nos téléphones et nos soucis derrière nous. Le trajet en voiture avait été long, mais l'excitation de retrouver la nature nous maintenait éveillés. Lorsque nous sommes arrivés, le lac nous a immédiatement fascinés. L'eau était d'un noir profond, presque comme un miroir, entouré d'arbres si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Nous avons installé notre tente à quelques mètres de la rive, sur une petite clairière parfaite. Le silence était total, à peine troublé par le clapotis des vagues sur le rivage. À mesure que la nuit tombait, le paysage devenait presque irréel. Le ciel s'illuminait d'étoiles, et la lune projetait une lueur argentée sur la surface de l'eau. Pourtant, malgré la beauté du lieu, il y avait quelque chose d'étrange, d'indéfinissable. Assis autour d'un feu de camp que nous avions laborieusement allumé, André et moi avons partagé des histoires. Il a mentionné qu'il avait lu quelque part que ce lac avait une mauvaise réputation. Des disparitions, des rumeurs de corps jamais retrouvés. Je lui ai ri au nez, le traitant de paranoïaque. Mais en moi, un frisson désagréable s'était installé, comme si une part de moi savait qu'il ne plaisantait pas. À un moment donné, j'ai remarqué que les sons de la forêt semblaient s'atténuer. Plus de bruissements, plus de ululements d'oiseaux nocturnes. Juste le bruit hypnotique de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais ce silence m'a mis mal à l'aise. Pourtant, je n'ai rien dit à André. Après tout, ce n'était qu'une soirée comme une autre. Ou du moins, c'est ce que je voulais croire. La deuxième nuit de notre séjour, André a eu l'idée de se baigner dans le lac. Il faisait chaud, et même si le feu de camp réchauffait un peu l'air autour de nous, l'idée de plonger dans l'eau fraîche était tentante. Honnêtement, je n'étais pas sûr que ce soit une bonne idée. Le lac, aussi magnifique qu'il paraît sous la lumière de la lune, semblait différent la nuit. Plus sombre, plus profond, comme s'il cachait quelque chose. André, fidèle à lui-même, s'est moqué de mes hésitations. « Allez, Lucas, ne sois pas un trouillard. Ce n'est qu'un lac. » Son enthousiasme était contagieux. Après tout, pourquoi pas? Nous avons donc laissé nos affaires près du feu et nous nous sommes dirigés vers la rive. L'eau était calme, parfaitement immobile, comme un miroir noir qui reflétait la lune et les étoiles. André a plongé le premier, éclaboussant partout, brisant ce silence presque sacré. « L'eau est parfaite. »
Viens, tu vas adorer. J'ai suivi, même si une petite voix au fond de moi me disait de rester sur la terre ferme. L'eau était glaciale, mais étrangement agréable. Nous avons ri comme des gamins, nageant et plongeant dans cette obscurité fascinante. Puis, tout a changé. André m'a crié qu'il allait plonger un peu plus loin, là où l'eau était plus profonde. Je l'ai regardé s'éloigner, sa silhouette se fondant dans l'obscurité. Quand il a plongé, il a disparu sous l'eau plus longtemps que je ne l'aurais cru. André, ai-je appelé, une pointe d'inquiétude dans la voix. Quelques secondes plus tard, il a refait surface, haletant, ses yeux grands ouverts, comme s'il venait de voir un fantôme. Quelque chose a attrapé ma jambe, a-t-il crié en nageant frénétiquement vers moi. Je me suis figé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il a attrapé mon bras, ses mains tremblant. Je ne sais pas. C'était froid, comme une main, et je jure que j'ai vu quelque chose sous l'eau. Une femme pâle, avec des cheveux longs. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai regardé autour de nous, scrutant la surface noire du lac. Rien. Pas un mouvement, pas une vague. Juste ce silence oppressant, encore plus lourd qu'avant. On sort de là, ai-je dit rapidement. Et sans attendre sa réponse, j'ai commencé à nager vers le rivage. En sortant de l'eau, je me suis retourné une dernière fois. La surface du lac était toujours immobile, mais j'ai eu l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, nous observait. Cette nuit-là, après être revenu au camp, quelque chose avait changé entre André et moi. Nous étions silencieux, nerveux. Même lui, d'habitude si détendu, semblait ailleurs, le regard perdu dans les flammes du feu de camp. Il répétait à mi-voix, « Je sais ce que j'ai vu, Lucas. Je sais ce que j'ai vu. » Mais que pouvait-il bien avoir vu? Une illusion? Une ombre créée par la lumière de la lune? Je voulais croire que c'était ça, mais au fond de moi, je n'étais pas convaincu. Quand nous avons finalement décidé d'aller dormir, je ne pouvais pas fermer l'œil. Je restais allongé dans mon sac de couchage, fixant le plafond de la tente, écoutant le silence oppressant autour de nous. Puis, au milieu de la nuit, j'ai été réveillé en sursaut par un cri. André! Il se débattait dans son sac de couchage, en sueur, les yeux écarquillés. C'était elle. Je l'ai vue. Elle était là. Lucas! A-t-il crié en me saisissant par les épaules. J'ai essayé de le calmer, de comprendre ce qui se passait, mais il était incohérent. Il a finalement réussi à articuler qu'il avait fait un cauchemar terrifiant. Dans son rêve, il était de retour dans le lac, incapable de bouger, tandis que cette femme pâle s'approchait lentement de lui, ses yeux vides fixant les siens. Je l'ai rassuré comme j'ai pu, mais quelques heures plus tard, c'était à mon tour. Je me suis réveillé en criant, mon cœur battant à tout rompre. Dans mon rêve, j'étais sous l'eau, entouré d'un silence écrasant, et elle était là. Ses cheveux flottaient autour de son visage pâle et déformé, et elle murmurait mon nom, encore et encore, d'une voix glaciale. Les jours suivants, ces cauchemars sont devenus notre nouvelle réalité. Chaque nuit, elle revenait. Toujours plus proche, toujours plus effrayante. Mais ce n'était pas tout. Pendant la journée, des choses étranges commençaient à se produire. Je retrouvais mes affaires mouillées, comme si elles avaient été plongées dans l'eau. Une fois, j'ai même senti une odeur d'algues dans ma chambre, alors que j'étais à des kilomètres du lac. Le pire, c'était qu'André et moi faisions exactement les mêmes rêves. Chaque détail, chaque mot qu'elle disait, tout était identique. Elle nous appelait. Elle nous voulait de retour au lac. Et une part de moi commençait à craindre que nous n'ayons pas le choix. Les jours passaient, mais les cauchemars ne nous laissaient aucun répit. André et moi avions arrêté de parler de ce qui se passait. Pas besoin de mots, nos visages parlaient pour nous. Des cernes noires marquaient nos yeux, nos gestes étaient lents, épuisés, et un poids invisible semblait nous écraser. Pourtant, le pire, c'était cette sensation constante, comme un fil tendu qui nous tirait en arrière. Vers le lac. Tout a basculé un soir où André m'a appelé en panique. Sa voix tremblait à travers le téléphone. « Lucas, elle est là. Je sais qu'elle est là. » J'ai essayé de lui dire de se calmer, mais il a insisté pour que je vienne chez lui immédiatement. Quand je suis arrivé, il était debout devant sa fenêtre, fixant quelque chose dehors. Je l'ai suivi du regard, mais il n'y avait rien. Seulement l'obscurité. Elle m'appelle, Lucas. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'on ne retournera pas au lac, a-t-il dit d'une voix cassée. J'ai voulu lui dire que tout cela n'était que dans nos têtes, mais moi aussi, je ressentais cet appel. Une voix douce, presque mélodieuse, qui résonnait au fond de mon esprit, comme un murmure venu d'ailleurs. Le lendemain, André a pris une décision. On doit y retourner. Si on affronte ça, peut-être que ça s'arrêtera. J'étais terrifié, mais une part de moi était d'accord. C'était comme si je n'avais pas le choix. Comme si mes propres pensées n'étaient plus vraiment les miennes. La nuit suivante,
Nous avons pris la route. Pendant tout le trajet, un silence pesant remplissait la voiture. Le lac semblait nous attendre, immobile, sous un ciel sans étoiles. En sortant de la voiture, j'ai senti un frisson glacial parcourir ma peau. L'air était lourd, presque suffocant, et l'eau reflétait la lumière de nos lampes comme une surface huileuse. « Elle est là » a murmuré André. Et pour la première fois, j'ai cru qu'il avait raison. La rive du lac semblait encore plus sinistre que dans mes souvenirs. Le silence était total, comme si la nature elle-même retenait son souffle. André et moi nous sommes approchés lentement de l'eau, nos lampes torchées projetant des faisceaux tremblants sur la surface noire. Chaque pas semblait peser une tonne, comme si quelque chose essayait de nous retenir ou de nous pousser à avancer. Quand nous avons atteint le bord, André s'est arrêté net. « Tu entends ça » a-t-il murmuré. Au début, je ne percevais rien, mais peu à peu, un son a émergé du silence. Une mélodie, douce, triste, presque envoûtante. Elle semblait venir de l'eau elle-même. Mon cœur s'est serré. C'était la même voix que dans nos rêves. André a fait un pas en avant, comme hypnotisé. « Non, André, attends !» ai-je crié, mais il ne m'a pas écouté. Il est entré dans l'eau, un pas après l'autre, jusqu'à ce qu'elle lui arrive à la taille. « Elle est là, elle m'attend », a-t-il dit, les yeux fixés sur l'obscurité devant lui. La panique a pris le dessus. Je me suis précipité pour le retenir, mais avant que je ne puisse l'atteindre, il a plongé. L'eau s'est refermée sur lui dans un bruit sourd, et je suis resté figé, incapable de bouger. « André !» ai-je crié, mais il ne remontait pas. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini. Puis, enfin, il a émergé, haletant, les yeux écarquillés. Mais ce n'était pas fini. En le tirant hors de l'eau, j'ai vu quelque chose bouger derrière lui. Une silhouette pâle, flottant juste sous la surface. Ses yeux étaient vides, mais son visage, c'était exactement ce que nous avions vu dans nos rêves. Elle nous regardait, ses lèvres formant un sourire déformé. Sans réfléchir, j'ai traîné André hors de l'eau. Nous avons couru vers la voiture, le souffle court, sans jamais regarder en arrière. La mélodie résonnait encore dans nos têtes, s'intensifiant à mesure que nous nous éloignions. Depuis cette nuit, rien n'est plus pareil. André a disparu quelques jours après, sans laisser de traces. Et moi, je sens que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne revienne me chercher. Chaque nuit, je rêve de ce lac, de son regard vide et de sa voix qui m'appelle. Je sais que je ne pourrai pas résister éternellement. Elle m'attend. Nous avions décidé, mes amis et moi, de partir en camping au sommet d'une montagne isolée, un endroit dont presque personne ne parlait. C'était Lucas qui avait trouvé cet endroit sur un vieux forum en ligne, et il n'avait cessé de vanter la vue imprenable qu'on aurait depuis le sommet. Mariana, toujours partante pour l'aventure, avait immédiatement approuvé. Quant à moi, Felipe, j'avais hésité. Ce n'était pas que l'idée de camper me déplaisait, mais ce lieu semblait trop calme, comme s'il était resté oublié pour une bonne raison. La montée fut éprouvante. Le sentier, étroit et envahi par la végétation, serpentait dangereusement près d'un précipice abrupt. Nous avions dû nous arrêter plusieurs fois pour reprendre notre souffle, mais quand nous atteignîmes enfin le sommet, je dus admettre que Lucas avait raison, la vue était spectaculaire. Le paysage s'étendait à perte de vue, avec des montagnes à l'horizon, et un immense ravin à nos pieds, dont la profondeur semblait presque irréelle. Nous installâmes notre campement près du bord, mais pas trop près. Lucas plaisantait en disant qu'il ne voulait pas finir au fond du ravin par accident. Le soleil déclinait, et une brise fraîche commençait à souffler, rendant l'atmosphère à la fois apaisante et légèrement oppressante. Mariana sortit son appareil photo pour capturer les derniers rayons du soleil, pendant que Lucas tentait d'allumer un feu. Moi, je me contentais de regarder l'horizon, incapable de me débarrasser d'un étrange sentiment. Ce silence, il était presque trop lourd, trop parfait. Quand la nuit tomba, nous nous rassemblâmes autour du feu, partageant des histoires et des rires. Pourtant, au fond de moi, je ressentais une tension inexplicable, comme si cette montagne observait chacun de nos mouvements. Nous étions tous les trois profondément endormis lorsque je fus réveillé en sursaut par un bruit étrange. Au début, je pensais avoir rêvé. Mais non, c'était bien réel. Une voix douce, presque imperceptible, appelait à l'aide dans le lointain. « Vous avez entendu ça » murmurai-je, en espérant que mes amis dormaient toujours. Mais Lucas s'était déjà redressé, l'air tendu. Mariana, encore à moitié endormie, fronça les sourcils. « C'est quelqu'un qui crie ?» Nous tendîmes l'oreille. Cette fois, la voix était plus claire. Une femme, visiblement, qui répétait sans cesse « À l'aide, s'il vous plaît, à l'aide ».
Elle semblait venir de l'extérieur du campement, mais ce qui me troubla immédiatement, c'était la direction. La voix provenait du côté du ravin. Lucas attrapa sa lampe torche et se leva, visiblement prêt à aller voir. Ça doit être quelqu'un en détresse. Peut-être qu'ils ont glissé ou qu'ils se sont perdus. Mais Mariana l'attrapa par le bras. « Tu plaisantes? Personne ne peut être là-bas? Lucas, tu as vu ces rochers? Aucun être humain ne pourrait tenir là sans tomber. » Malgré ces paroles, la voix continuait, claire et persistante, comme si elle se rapprochait. Chaque « à l'aide » semblait s'enrouler autour de nous, amplifié par l'écho des falaises. Je sentis ma nuque se raidir, comme si quelque chose d'invisible nous observait. « C'est peut-être un écho » dis-je, plus pour me rassurer que pour les convaincre. Mais même moi, je n'y croyais pas. Il n'y avait pas de vent, pas de mouvement. Juste cette voix, implorante, venant d'un endroit où personne ne pouvait se trouver. Lucas insista pour jeter un coup d'œil, mais Mariana lui lança un regard glacé. « Si tu y vas seul. » Finalement, il abandonna, mais nous restâmes tous éveillés, figés dans nos sacs de couchage, à écouter cette voix qui semblait jouer avec nos nerfs. À chaque fois que nous pensions qu'elle s'éloignait, elle revenait, plus insistante, plus proche. Je n'osais pas le dire, mais quelque chose dans cette voix n'était pas humain. La voix avait fini par s'éteindre juste avant l'aube, nous laissant dans un silence encore plus pesant que la veille. Aucun de nous n'avait réussi à fermer l'œil après cet étrange épisode. Lucas semblait irrité, comme s'il refusait de croire que tout cela avait réellement eu lieu. C'était probablement un animal, ou, je ne sais pas, un effet acoustique bizarre. Il essayait de rationaliser, mais sa nervosité trahissait son doute. Mariana, elle, n'avait pas dit un mot depuis que nous avions quitté nos sacs de couchage. Elle se contentait de scruter les alentours, ses yeux fixés sur le précipice. Je savais qu'elle pensait à la même chose que moi. Personne n'aurait pu survivre là-bas. Et pourtant, cette voix, après un rapide petit déjeuner, Lucas insista pour explorer les environs, malgré les réticences de Mariana. « Si quelqu'un était vraiment en détresse, on ne peut pas partir comme ça, » déclara-t-il. Même si son ton était ferme, je pouvais percevoir une pointe d'hésitation dans sa voix. Nous avons commencé à chercher autour du campement, scrutant chaque recoin. Les arbres étaient denses, mais le sol, couvert de cailloux et de mousse, ne montrait aucun signe de passage récent. Pourtant, près du bord du ravin, Mariana trouva quelque chose qui nous glaça le sang, des empreintes. Elles étaient légères, presque effacées, mais elles menaient directement vers le précipice et s'arrêtaient net. « Ça n'a aucun sens, » murmura-t-elle, son visage blême. Lucas tenta de plaisanter pour alléger l'atmosphère. Peut-être qu'ils ont appris à voler. Mais personne ne rit. Plus loin, juste à quelques mètres de ces empreintes, je remarquai autre chose. Une petite branche d'arbre, tordue et brisée, pendait au-dessus du vide. Sur cette branche, quelque chose flottait légèrement au vent, un morceau de tissu déchiré. Il était vieux, sale, mais visiblement humain. Mariana recula instinctivement. « On doit partir, maintenant. Ça ne sent pas bon. » Mais Lucas, obstiné, attrapa une pierre et la lança dans le précipice, comme pour prouver qu'il n'y avait rien. Quelques secondes plus tard, le son de la pierre résonna dans le silence, amplifié par les parois du ravin. Et puis, juste après, nous avons entendu à nouveau cette voix, faible, distante, mais indéniable. « À l'aide. » Nous nous sommes figés. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas un écho. C'était autre chose. Et quoi que ce soit, cela nous observait. Le matin se prolongeait, mais l'atmosphère était lourde, comme si le temps lui-même avait cessé de se mouvoir. Nous décidâmes de descendre un peu plus bas pour examiner la zone, espérant peut-être trouver des indices, quelque chose qui nous expliquerait cette étrange série d'événements. La sensation de malaise grandissait à chaque pas que nous faisions, comme si la montagne elle-même nous rejetait. Au bout d'une heure, nous arrivâmes près du ravin. Le sol était désormais plus escarpé, et nous devions nous frayer un chemin parmi les roches et les buissons. C'est là que nous fîmes la découverte, non loin d'un arbre tordu, une pile de vêtements déchiquetés reposait sur le sol, à moitié cachés sous des branches mortes. Les tissus, à moitié déchirés, étaient maculés de boue, mais l'un d'eux attira immédiatement notre attention. C'était une veste en cuir, usée mais toujours intacte, comme si elle avait été abandonnée à la hâte. Mariana se pencha pour examiner les morceaux de tissu plus attentivement. Ces vêtements, ils ressemblent à ceux qu'on porte pour escalader. Je la rejoignis, le cœur battant plus fort à chaque instant. Au milieu des débris, il y avait une ceinture d'escalade, une paire de gants, et un sac à dos qui pendait d'un arbre, suspendu par une branche en hauteur, comme si quelqu'un l'avait jeté là avec une force désespérée.
Lucas grimpa précipitamment pour décrocher le sac. Lorsqu'il l'ouvrit, il en sortit une série de papiers froissés, trempés par l'humidité, et un carnet en cuir. Le carnet, ouvert à une page bien marquée, contenait des notes écrites d'une main tremblante. Les mots étaient difficilement lisibles, mais nous pouvions distinguer une phrase qui répétait sans cesse. « La voix m'appelle, elle veut que je la suive, je ne peux pas partir, elle me garde ici. » « C'est la même chose, la voix, » murmura Mariana, les lèvres pâles. Ce n'était pas tout. En fouillant plus profondément dans le sac, Lucas trouva une petite caméra vidéo. Il la regarda brièvement avant de la tourner vers nous, comme s'il voulait vérifier si tout allait bien. Il appuya sur le bouton de lecture, et un grésillement se fit entendre. L'image était floue au début, mais elle se stabilisa rapidement. Sur l'écran, un homme, apparemment épuisé, filmait en tremblant. Derrière lui, le même ravin, mais les bruits de la nature semblaient étouffés, remplacés par une voix étrangère, lointaine. La voix. Nous nous figeâmes tous, le cœur battant. La dernière chose qu'on entendit avant que la vidéo ne se coupe brutalement, ce furent des murmures indistincts, comme des sifflements, mais aussi des pleurs. Des pleurs de quelqu'un qui suppliait de l'aide. Tout autour de nous, le silence était revenu. Mais il n'était plus aussi rassurant qu'avant. La montagne semblait se refermer sur nous, étouffante, comme si elle gardait en elle un secret qu'elle n'était pas prête à révéler. Nous n'avions trouvé aucune trace de l'homme. Aucune autre indication sur sa présence, sauf ce sac abandonné, ce carnet, et cette vidéo terrifiante. Et au fond de nous, l'intuition grandissante que ce qui nous attendait était bien pire que ce que nous avions imaginé. L'atmosphère était devenue insupportable, chaque son semblait se répercuter dans le vide, chaque mouvement semblait suspendu dans le temps. Nous étions tous figés, incapables de comprendre ce qui se passait, mais ressentant une urgence pressante de quitter cet endroit. La vidéo, le carnet, les vêtements, tout cela était trop étrange, trop macabre pour être ignoré. Pourtant, un sentiment d'inexorable attirance persistait, comme si quelque chose, quelque part, voulait que nous restions. Lucas, d'habitude si audacieux, était le premier à proposer que nous partions. On doit rentrer? Maintenant. On a tout vu. On sait que, il n'y a rien de vivant ici. Il secoua la tête, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même. Mais Mariana, elle, était distante, son regard fixé sur l'horizon, comme si elle écoutait quelque chose que nous ne pouvions entendre. Et si la voix? Commença-t-elle, mais elle s'arrêta en voyant nos regards. Je pouvais voir qu'elle était déchirée, comme si une force invisible la retenait. Ce n'était pas juste la peur qui l'agrippait, c'était autre chose. Une sorte d'appel lointain, presque hypnotique. Elle voulait comprendre ce qu'était cette voix, ce que c'était que ce lieu. Alors que je lui demandais de ne pas y retourner, une brise glaciale souffla soudainement, comme un avertissement. La température chuta rapidement, et un frisson de terreur parcourut mon échine. Les nuages s'étaient rapidement amassés au-dessus de nous, et un grondement lointain de tonnerre résonna dans les montagnes. Mais ce n'était pas la tempête qui nous effrayait. C'était ce bruit sourd, derrière nous, qui semblait s'intensifier. Un bruit de pas, de plus en plus proche. Nous nous retournâmes tous en même temps. Mais il n'y avait personne. Juste le vent, soufflant entre les rochers. Pourtant, l'impression de présence se faisait de plus en plus oppressante. Quelque chose ou quelqu'un se tenait là, juste hors de portée, observant. C'est alors que, dans un dernier élan de panique, nous avons couru. Sans vraiment nous parler, sans vraiment nous comprendre, mais sachant au fond de nous que fuir était notre seule option. Mais à chaque pas, le sol semblait nous retenir, les arbres semblaient nous barrer la route, comme si la montagne elle-même ne voulait pas nous laisser partir. Le sac à dos de l'homme disparu, avec ses papiers et la caméra, était resté là. Mais, au fond de mon esprit, une pensée persistait. Et si c'était nous, à notre place, qui finirions par être oubliés dans ce lieu, comme ceux qui étaient venus avant nous? L'écho de la voix, toujours plus faible, sembla nous suivre tout le long de notre descente. Mais cette fois, elle n'était plus un appel à l'aide. C'était une menace silencieuse. Et bien que nous soyons enfin descendus de la montagne, l'impression que quelque chose avait pris place dans notre esprit ne nous a jamais quittés. Nous étions arrivés au campement en fin d'après-midi, fatigués mais excités à l'idée de passer la nuit en pleine nature. Le soleil déclinait lentement, projetant des ombres longues et vacillantes sur la clairière. C'était un endroit parfait, isolé et entouré d'une forêt dense, comme si les arbres formaient une barrière naturelle entre nous et le reste du monde. Je me souviens de l'odeur du bois humide et des feuilles en décomposition. L'air avait une fraîcheur particulière, presque coupante, qui me faisait frissonner. Nous avons monté les tentes rapidement,
chacun sachant exactement ce qu'il avait à faire. Notre chef, Julien, veillait à ce que tout se déroule comme prévu. Il avait cette assurance qui nous donnait l'impression que rien de mauvais ne pouvait arriver. La soirée s'est déroulée dans la légèreté. Nous avons allumé un feu, partagé des histoires, certaines drôles, d'autres effrayantes, tout en mangeant des marshmallows grillés. Les flammes dansaient devant nos yeux, illuminant nos visages d'une lueur vacillante. Mais, même au milieu des rires, il y avait ce silence étrange qui émanait de la forêt. Ce genre de silence qui n'est pas normal, comme si quelque chose écoutait. C'est Paul, un des plus jeunes du groupe, qui a parlé le premier. Vous avez vu? Il y a quelqu'un là-bas, entre les arbres. Son ton était bas, presque un murmure, mais il a suffi à briser l'atmosphère chaleureuse. Nous nous sommes tous tournés vers la direction qu'il montrait, mais tout ce que je voyais, c'était l'obscurité, compacte et impénétrable. Julien a ri, un peu nerveusement, et a tapoté l'épaule de Paul. C'est ton imagination, petit. La forêt peut jouer des tours la nuit. Pourtant, même après ces paroles rassurantes, je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs vers la lisière des arbres. Étions-nous vraiment seuls ici? La nuit était tombée complètement, et seul le crépitement du feu rompait le silence oppressant de la forêt. Je n'arrivais pas à dormir. Les bruits habituels de la nuit, le vent dans les feuilles, le ululement d'un hibou au loin avaient disparu. C'était un silence profond, étouffant, comme si la forêt retenait son souffle. Je me suis retourné dans mon sac de couchage, essayant de trouver une position confortable, mais une sensation étrange me tenait éveillé. Ce n'était pas la peur, pas encore. C'était comme si quelque chose n'allait pas, comme si je devais rester alerte. Puis, je l'ai entendu. Un craquement, net, quelque part dans l'obscurité. Mon cœur s'est accéléré. Je me suis redressé doucement, retenant ma respiration. J'ai d'abord cru que c'était Julien, peut-être sorti vérifier les alentours, mais tous les autres dormaient profondément. Quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité, je l'ai vu. Entre les arbres, juste à la limite de la lumière de la lune. Une silhouette. Grande, immobile. L'homme se tenait là, les bras le long du corps, nous observant. J'ai senti mon sang se glacer. Il ne bougeait pas, mais je pouvais presque sentir son regard sur nous, comme s'il pesait sur ma poitrine. Je n'arrivais pas à détourner les yeux. « Julien !» ai-je murmuré, ma voix tremblante. Il a grogné, encore à moitié endormi. « Quoi? Il y a quelqu'un, là-bas. Regarde !» Il s'est levé en grommelant, saisissant sa lampe torche. Mais quand il a dirigé la lumière vers l'endroit où je pointais, il n'y avait plus rien. Juste des arbres et des ombres. « Il n'y a rien, a-t-il dit, mais je pouvais entendre une note d'inquiétude dans sa voix. Il a balayé la forêt du faisceau de lumière, avançant de quelques pas, mais il n'a rien trouvé. Tu dois avoir rêvé. Je voulais le croire, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas un rêve. Cette silhouette était bien réelle. Et quelque part dans la forêt, elle était encore là, tapie dans l'obscurité, attendant. Le matin nous a accueillis avec une lumière pâle et froide qui perçait à peine à travers les branches. Le feu de camp s'était éteint, laissant derrière lui des cendres grises et une odeur de brûlé. Je me suis levé, encore engourdi par la nuit agitée, mais une étrange sensation flottait dans l'air. Une tension silencieuse que je ne pouvais pas expliquer. Julien était déjà debout, son visage marqué par l'inquiétude. Il fixait la petite zone où nous avions laissé nos sacs de provisions. En m'approchant, j'ai immédiatement compris pourquoi. Tout avait disparu. Les boîtes de conserve, les sacs de nourriture, même les bouteilles d'eau, il ne restait rien. « C'est une blague, c'est ça ?» a demandé un des garçons, la voix pleine d'espoir. Mais Julien secoua la tête, le regard sombre. Personne n'a quitté le camp cette nuit. Quelqu'un, ou quelque chose a pris nos affaires. Nous nous sommes regroupés autour du feu éteint pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. C'est là que nous avons vu les dessins. Gravés dans la terre, juste autour du cercle de cendres, il y avait des symboles. Des formes abstraites, comme des spirales, des triangles entremêlés et des croix tordues. Personne n'a osé parler tout de suite. C'était comme si ces marques exerçaient une pression invisible sur nous. Julien s'est accroupi pour examiner les dessins de plus près, mais il semblait tout aussi perdu que nous. « C'est quoi, ça ?» a murmuré Paul, sa voix tremblant légèrement. Personne n'avait de réponse. Puis, nous avons remarqué les empreintes. Autour du campement, il y avait des traces de pas, mais elles n'étaient pas normales. Elles étaient nues, comme si quelqu'un marchait pieds nus sur le sol froid, mais les proportions étaient étranges. Les orteils semblaient plus longs que la normale, et certaines traces montraient des marques profondes, comme des griffes enfoncées dans la terre. « C'est une mauvaise blague », a répété Julien, mais cette fois, il semblait essayer de se convaincre lui-même. Pourtant,
En regardant ces symboles gravés dans le sol et ces empreintes impossibles, une pensée glaçante s'est imposée à moi. La silhouette que j'avais vue la nuit dernière était bien réelle. Et elle avait été ici, parmi nous, pendant que nous dormions. Après la découverte des empreintes et des dessins, Julien a décidé qu'il fallait explorer les alentours pour trouver des réponses. Nous nous sommes divisés en petits groupes, chacun chargé d'une zone différente, tout en promettant de ne jamais s'éloigner trop loin du camp. Malgré la lumière du jour, un poids pesait sur nous, comme si la forêt elle-même nous observait. Je faisais équipe avec Paul, et nous avions pour mission de longer la bordure de la clairière. Au début, tout semblait normal, mais plus nous avancions, plus les choses devenaient étranges. Nous avons trouvé des cordes nouées aux branches des arbres, comme des pièges ou des rituels laissés à l'abandon. Elles étaient vieilles et usées, mais il y avait quelque chose de sinistre dans leur disposition. Qui ferait ça? A murmuré Paul, sa voix à peine audible. Je n'avais pas de réponse. Plus loin, suspendus à des branches basses, nous avons découvert de petits amulettes faites de bois et d'os. Des os que je n'ai pas voulu examiner de trop près, mais ils ne semblaient pas provenir d'animaux. L'air autour de nous semblait plus froid, plus lourd. Chaque craquement sous nos pieds me faisait sursauter. Les autres groupes ont rapporté des découvertes similaires. Des symboles gravés sur des troncs, des morceaux de tissu déchirés accrochés aux épines, et, le plus troublant, une sorte de sac grossièrement cousu laissé au pied d'un arbre. Quand Julien l'a ouvert, il n'y avait que de la terre à l'intérieur, mais elle était imbibée d'une odeur métallique. On retourne au camp. Maintenant, a déclaré Julien, sans en laissant peu de place à la discussion. Sur le chemin du retour, les choses ont empiré. Des sons étranges semblaient nous suivre, des chuchotements étouffés, des branches qui se brisaient comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans les ombres. Nous nous arrêtions parfois, tendant l'oreille, mais dès que nous tentions d'identifier la source, tout devenait silencieux. Quand nous sommes revenus au camp, l'atmosphère était lourde, presque oppressante. Le feu de camp que nous avions rallumé pour nous rassurer semblait maintenant dérisoire face à l'immensité de la forêt. Quelqu'un, ou quelque chose, jouait avec nous. Et, dans mon esprit, une question revenait sans cesse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voulait de nous? Le soleil commençait à descendre derrière les arbres, et l'angoisse montait dans le camp. Julien avait pris une décision ferme, il fallait partir. Nous avons commencé à démonter les tentes dans un silence tendu, chacun jetant des regards nerveux vers la lisière de la forêt. Alors que nous plions nos affaires, un bruit retentit. Un craquement net, comme si une branche avait été brisée sous un pied lourd. Nous nous sommes tous figés. Puis, il y eut un autre bruit, plus proche cette fois. Un souffle. « Courez !» a murmuré Julien, sa voix étrangement calme mais teintée de panique. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. La silhouette, cette même silhouette que j'avais aperçue la nuit précédente. Mais cette fois, elle n'était pas immobile. Elle avançait lentement vers nous, ses mouvements saccadés et anormaux, comme si chaque pas lui demandait un effort étrange. La lumière déclinante du jour révélait des détails que je n'aurais jamais voulu voir. Sa taille dépassait celle d'un homme ordinaire, et ses membres semblaient disproportionnés, comme s'ils avaient été étirés. Son visage était masqué par une ombre étrange, mais ses yeux, je jurerais qu'ils brillaient d'une lueur malsaine. Nous avons pris nos sacs en panique et commencé à courir. Les branches nous fouettaient le visage, les racines menaçaient de nous faire trébucher, mais l'instinct de survie nous poussait en avant. Derrière nous, des bruits de pas résonnaient, rapides, irréguliers, comme si cette chose nous poursuivait. Nous avons finalement atteint le point de rencontre où les parents et les autres instructeurs devaient nous attendre. Essoufflés et tremblants, nous avons raconté ce qui s'était passé, mais personne ne semblait nous croire. La forêt peut jouer des tours à votre imagination, surtout la nuit, disait un adulte d'un ton rassurant. Mais Julien et moi savions que ce n'était pas notre imagination. Alors que les voitures se préparaient à partir, j'ai baissé les yeux et vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Au sol, juste à côté des traces de pneus, un des dessins étranges que nous avions vus autour de la cheminée. La chose avait suivi nos pas jusque-là. Et quelque part, entre les arbres sombres, je sentais encore son regard peser sur moi. Nous avions décidé, entre amis, de partir camper près du célèbre canyon de Roche-Sombre. C'était une idée lancée au hasard lors d'une soirée, après avoir vu un documentaire sur les paysages les plus isolés et mystérieux du pays. Le canyon était à la fois fascinant et effrayant, connu pour ses échos étranges et ses histoires de disparitions inexpliquées. Mais nous étions jeunes, avides d'aventure, et peut-être un peu trop confiants. Le voyage jusqu'au site avait été long et éprouvant. Les routes étroites serpentaient à travers des forêts denses, et plus nous avancions, plus le réseau de nos téléphones devenait faible, jusqu'à disparaître complètement. Ce silence numérique, bien que libérateur,
avait quelque chose d'inquiétant. Étrangement, c'est Claire, d'habitude la plus prudente du groupe, qui avait insisté pour qu'on choisisse cet endroit précis. Elle disait que ce serait une expérience inoubliable. Nous n'avions pas encore compris à quel point elle avait raison. Quand nous sommes arrivés, le soleil commençait à descendre derrière les falaises. Le canyon, gigantesque et imposant, s'étendait devant nous comme une bouche béante prête à avaler la lumière. Les parois rocheuses, rouges et ocre, semblaient absorber les derniers rayons du jour, et un vent glacial soufflait doucement, produisant un murmure constant. Nous avons installé nos tentes près d'un groupe d'arbres morts, dont les branches tordues semblaient pointer vers le ciel comme des griffes. L'endroit était à la fois magnifique et oppressant. Une sorte de poids invisible semblait peser sur mes épaules, comme si quelque chose ou quelqu'un nous observait. Mais je n'en ai rien dit. Personne n'aime être celui qui gâche l'ambiance dès le début. Assis autour du feu, nous avons plaisanté et partagé des anecdotes, essayant d'ignorer l'atmosphère lourde qui semblait s'épaissir à mesure que la nuit tombait. Pourtant, chaque bruit dans les bois, chaque craquement de branches, faisait taire nos rires pour un court instant. J'avais l'impression que nous n'étions pas seuls. La nuit était tombée, et seule la lumière vacillante du feu éclairait nos visages. Nous avions fini de manger depuis un moment, et une sorte de silence pesant s'était installé entre nous. Même les blagues habituelles de Thomas semblaient forcées, comme si lui aussi ressentait cette étrange tension. Le vent avait commencé à souffler plus fort, glissant entre les falaises du canyon et produisant ce son singulier que Claire avait décrit comme presque humain. C'était d'abord un simple murmure, un souffle léger qui se confondait avec le vent. Je l'ai remarqué avant les autres, mais je n'y ai pas prêté attention. Après tout, nous étions dans un canyon, et les échos devaient être monnaie courante ici. Mais rapidement, ce bruit a changé. Ce n'était plus un simple son, c'était une voix. Non, plusieurs voix. Vous entendez ça? A demandé Paul, interrompant la conversation. Nous avons tous tendu l'oreille. Au début, rien d'anormal. Puis, lentement, comme si les falaises elles-mêmes respiraient, les murmures sont revenus, plus clairs cette fois. Des mots indistincts, fragmentés, flottaient dans l'air, portés par le vent. C'est sûrement juste l'écho, a dit Claire, mais sa voix tremblait légèrement. Nous avons essayé de nous convaincre que ce n'était rien, que c'était le canyon qui jouait avec les sons, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ces voix. Elle ne se contentait pas de murmurer. Elle semblait nous appeler. Puis je l'ai entendu. Mon prénom, très distinct. Si clair que j'ai cru que quelqu'un se tenait derrière moi. Lucie. Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre. Je me suis tourné vers les autres. Le visage de Thomas était livide. Vous l'avez entendu? Non, a-t-il murmuré. Entendu quoi? A demandé Claire, visiblement paniquée. Mon prénom. Quelqu'un a dit mon prénom, a-t-il répondu. Et ce n'était pas tout. À tour de rôle, chacun d'entre nous a entendu son propre prénom, prononcé par une voix qui semblait à la fois venir de très loin et résonner juste à côté de nous. Le feu crépitait encore, mais il semblait incapable de chasser l'obscurité qui s'épaississait autour de nous. Le vent continuait à souffler, et les murmures devenaient de plus en plus persistants, comme s'ils cherchaient à nous encercler. C'est juste le vent, a insisté Claire, presque pour elle-même. Mais aucun de nous n'y croyait vraiment. Le matin suivant, le soleil perça à peine à travers un ciel gris et voilé. La nuit avait été agitée pour tout le monde. Aucun de nous n'avait vraiment dormi. Les murmures semblaient s'être atténués à l'aube, mais leur présence avait laissé une marque indélébile dans nos esprits. Assis autour des restes du feu, chacun évitait de parler de ce qui s'était passé. Pourtant, tout était dans nos regards, une peur sourde et partagée. Après un rapide petit déjeuner, Thomas proposa d'explorer les environs. On est venu pour l'aventure? Non, dit-il, essayant de paraître détendu. Mais sa voix manquait de conviction. J'aurais préféré rester près du campement, mais une part de moi voulait comprendre ce qui s'était passé. Peut-être qu'en découvrant le terrain, nous trouverions une explication rationnelle à ces voix étranges. Nous avons marché en silence, laissant derrière nous les tentes et le cercle de pierre où nous avions fait le feu. Le canyon semblait encore plus imposant à la lumière du jour, ses parois rouges s'élevant comme des murs infranchissables. Chaque bruit, le craquement de nos pas, le souffle du vent semblait amplifié par l'écho des falaises. C'est Paul qui les a vus en premier. Sur une grande pierre plate, à quelques mètres de notre campement, se trouvaient des inscriptions gravées dans la roche. Elles étaient profondément incrustées, comme si elles avaient été taillées à la main il y a des années. Mais ce n'était pas leur ancienneté qui m'a glacé le sang. C'est une blague? Demanda Thomas en s'approchant, la mâchoire serrée. Les mots gravés étaient étranges, comme un mélange de phrases incohérentes. Pourtant, en les lisant, j'ai senti mon estomac se nouer. Certaines de ces phrases, bien que fragmentées,
correspondait exactement au murmure que nous avions entendu pendant la nuit. « Lucie, tu es là? Ne pars pas. Je sais ce que tu crains. » Mon prénom était là, gravé sur la pierre, avec une précision terrifiante. Je n'étais pas la seule. Claire, Thomas, Paul, tous nos noms étaient inscrits, entourés de phrases que personne d'autre ne pouvait connaître. « Comment c'est possible ?» murmura Claire en reculant, la main sur sa bouche. Personne ne répondit. Je pouvais voir la panique s'installer dans ses yeux, et je savais qu'elle reflétait exactement ce que je ressentais. Ces inscriptions ne pouvaient pas être là par hasard. Quelqu'un ou quelque chose savait que nous étions ici. Et pire encore, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Thomas tenta de gratter les gravures avec un couteau de poche, mais c'était inutile. Les mots semblaient enracinés dans la pierre, comme s'ils faisaient partie de la roche elle-même. À ce moment-là, un frisson me parcourut. Ce n'était pas seulement la peur, mais une sensation de malaise profond, comme si nous avions réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. La deuxième nuit arriva plus rapidement que prévu. Le soleil se coucha derrière les falaises avec une rapidité glaciale, et la forêt environnante s'embruma dans l'obscurité la plus totale. La peur était palpable entre nous, bien que personne n'osât vraiment l'admettre. Nous avions laissé nos inquiétudes se transformer en rires nerveux autour du feu, mais l'atmosphère avait quelque chose de lourd et oppressant. La brise, qui soufflait doucement au début de la soirée, se fit plus forte. Le vent sifflait entre les roches comme s'il cherchait à se faufiler parmi nous. Les murmures, ces voix que nous avions entendues la veille, semblaient lointaines, mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Le vent était plus pressant, plus agressif, et il apportait avec lui une sensation de proximité, comme si les voix n'étaient plus simplement des échos du passé, mais des présences qui nous entouraient. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que le premier incident ne se produise. Je me suis réveillé en sursaut, la gorge serrée, le cœur battant. J'avais entendu un bruit, un craquement, un mouvement juste à côté de ma tente. J'ai tendu l'oreille, mais tout était silencieux à nouveau. À côté de moi, Claire dormait profondément, inconsciente du frisson qui me traversait. Puis, un autre bruit. Cette fois, plus proche. Comme si quelqu'un marchait autour de notre camp. Mon souffle s'accéléra et je me redressai lentement, cherchant du regard. Tout semblait normal, mais l'air était saturé d'une tension palpable. Il n'y avait pas de vent, mais je sentais une présence, quelque chose de lourd et de menaçant. Soudain, un cri perça la nuit. C'était Thomas. Il s'était réveillé, sa voix brisée par la terreur. « Claire, Claire, ça me touche. » Je m'élançai hors de ma tente, les jambes tremblantes, pour le retrouver. Il était debout, en panique, regardant autour de lui avec des yeux écarquillés. Mais ce n'était pas ce qui m'effraya le plus. C'était l'expression figée sur son visage, comme si quelque chose de surnaturel l'avait paralysé. Ses mains tremblaient. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, mais il ne répondit pas tout de suite. Il pointait simplement le sol devant lui, là où il avait dormi. Quand j'ai regardé, je n'ai pas vu ce qu'il montrait tout de suite, mais puis mes yeux se sont posés sur le sol. Il y avait des traces, des empreintes. Elles étaient fraîches, profondément marquées dans la terre humide, comme si quelqu'un ou quelque chose s'était déplacé autour de notre camp. Mais il n'y avait personne. Pas un bruit. Nous avons tous regardé, paralysés. Les empreintes s'arrêtaient brusquement au bord du feu, juste là où les flammes dansaient. Et là, en plein centre, une forme sombre se dessina dans les ombres de la forêt. Claire se mit à hurler, mais ses cris furent étouffés par un vent soudain qui souffla fort et fit vaciller le feu. À cet instant précis, je sentis une main froide se poser sur mon épaule. Une main invisible, glacée, comme si elle sortait de l'air lui-même. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Rien d'autre que le silence lourd de la nuit. Pourtant, je savais qu'il y avait quelque chose qui nous observait. Et ce soir-là, le vent ne semblait pas simplement souffler, il hurlait. La matinée suivante arriva, mais il n'y avait pas de soulagement. Nous nous réveillâmes dans un état d'épuisement total, comme si la nuit n'avait pas cessé de nous hanter, même dans notre sommeil. Il faisait encore sombre, et un épais brouillard recouvrait la vallée, rendant la lumière du jour presque inexistante. Aucun de nous n'avait dormi vraiment. Le moindre bruit nous avait fait sursauter, et tout autour de nous semblait étrangement figé, comme si le monde lui-même attendait quelque chose. Nous étions sur le point de ranger nos affaires et quitter cet endroit, mais alors, quelque chose d'encore plus terrifiant se produisit. Thomas, qui avait l'habitude d'être le plus calme, se leva en sursaut, les yeux écarquillés, comme s'il venait de voir un fantôme. « Où est Claire ?» demanda-t-il, sa voix étranglée par la peur. Nous avons tous regardé autour de nous, mais la tente de Claire était vide. Aucun signe d'elle. Aucun bruit. Rien.
La panique s'installa immédiatement, chacun d'entre nous se levant précipitamment pour la chercher. Mais il était trop tard. Claire n'était nulle part. Nous avons crié son nom, parcouru la forêt tout autour du campement, fouillant chaque recoin, chaque ombre, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Il y avait des traces de pas, oui, mais elles s'arrêtaient brusquement au bord du ravin, là où le sol semblait s'effondrer dans un abîme sans fin. Une autre empreinte, plus profonde, plus marquée que les autres, s'arrêtait juste avant le vide, comme si elle avait été tirée vers le bord de la falaise. Quand nous avons atteint la bordure du ravin, le vent s'est levé brutalement. Un cri perça l'air. Ce n'était pas un cri humain, mais quelque chose d'autre. Quelque chose d'incompréhensible, un son qui gelait le sang dans nos veines. Puis, tout à coup, les inscriptions sur les roches que nous avions trouvées hier soir apparurent à nouveau, mais cette fois, elles étaient différentes. Le suivant est toi. Les mots étaient gravés de façon plus nette, plus fraîche, comme si elles avaient été gravées là, sous nos yeux. Cette fois, c'était notre propre nom qui s'y trouvait, écrit dans une langue ancienne, terrifiante, que nous ne comprenions pas. Nous avons reculé lentement, terrifiés. Mais, au fond du canyon, dans l'obscurité de la vallée, je sentais quelque chose, une présence. Il n'y avait aucun doute, ce n'était pas la fin. C'était un avertissement. Nous n'étions pas sortis indemnes de cette expérience, et quelque chose de malveillant, de plus ancien que nous, s'était réveillé. Nous avons fui, sans nous retourner, ne sachant pas si Claire était toujours en vie ou si, comme d'autres avant nous, elle était devenue une partie de ce lieu maudit. Ce que nous savions, c'était que nous ne devions jamais revenir. Mais au fond de moi, je savais aussi que ce n'était pas le dernier avertissement que nous recevions. Parce que, peu importe où nous irions, cette chose, cette entité, nous suivait. Et il n'y avait nulle part où nous cacher.